Maintenant, André-Dominique Nénat, plus nous avançons et plus le psychologique et le somatique s'interpénètrent. L'autonomie sensorielle et motrice est, nous l'avons vu, logiquement dépendante d'une commande neurologique. Le système nerveux, de ce point de vue, s'avère tout à fait stratégique. La moindre de ces perturbations a des incidences dans l'économie du comportement. Mais le système nerveux, et notamment le système nerveux central, pour ne le considérer que dans son rôle effecteur, dans son rôle de contrôle et de gestion des informations de toute nature, eh bien, il dépasse en complexité tout ce que nous avons traité précédemment. Ce 11e entretien va donc prolonger le précédent, où nous avons parlé du rôle justement central du système nerveux dans l'autonomie sensorielle et motrice, sous le nom, sous le titre, le sous-titre, prolonger la sensation et le mouvement. Et bien sûr, tout cela est vrai pour tout le règne animal et vraisemblablement, évidemment, encore plus crucial pour l'homme, ce réseau pensant. C'est certes un roseau pensant, mais c'est aussi un roseau parlant, car une pensée qui ne s'exprimerait pas serait bien difficile à saisir, et une pensée qui ne se traduirait pas dans une action serait souvent bien impuissante. Et la pensée est ce qui résulte d'un cerveau qui fonctionne normalement. Le cerveau est une condition nécessaire à sa manifestation, et en dehors de lui, imaginez qu'une pensée pourrait se saisir sans expression et sans action est évidemment très difficile, sauf voie d'accès très particulière que certains, dans des spiritualités autres que l'occidentale, découvrent, et que même peut-être certains autres disent être en communication avec un monde de la pensée. Mais il faut dès ce moment bien voir que ce monde individuel sera un monde tout à fait spécial. Nous sommes très loin de cela, car nous voulons passer de... Je voulais dire justement que, avant de parler de la pensée, il faut tout de même s'en tenir précisément aux références que nous donnions lors de notre dernier entretien, c'est-à-dire ce qui est en rapport du point de vue neurologique avec la perception des sens et la mise en œuvre de la motricité élémentaire même. Aussi, si vous voulez, commençons par les maladies des nerfs dans leur partie la plus simple et la plus périphérique. Lorsqu'un nerf moteur et sensitif est coupé, cette lésion entraîne une anesthésie dans le territoire du nerf, on ne sent plus ce qui se passe, et d'autre part une paralysie des muscles qui l'innervaient. Eh bien, on connaît cela dans la pratique courante. Tout l'ensemble de la discipline neurologique a visé à établir une topographie qui permette, partant des signes ressentis par le malade, de localiser une lésion et partant d'en définir bien souvent la nature. Cette lésion peut porter sur le nerf périphérique, elle peut porter au contraire sur les éléments centraux du système nerveux tels que la moelle ou les structures sous-jacentes. Dans les paralysies des nerfs de leur périphérie, eh bien, on constate la paralysie du nerf sciatique par exemple. Le sciatique peut faire mal lorsqu'il est comprimé par une hernie discale dans le canal vertébral. Il est comprimé si par un procédé kinésithérapique ou par un procédé chirurgical, on supprime la hernie discale. Le sciatique, à nouveau, n'est plus douloureux et la paralysie ou l'anesthésie se répare. Il existe aussi des types semblables de liaison du nerf cubital et du radial, par exemple. Et cette fois, cela se manifeste par une paralysie de l'extension de la main. Et je crois qu'on appelle ça aussi la paralysie du matin amoureux, parce que quand on dort avec la tête d'une personne appuyée contre le bras, eh bien, l'intérieur du bras, eh bien, au réveil, on est atteint de cette paralysie. Mais là, il faut bien le dire, on peut appeler ça le doux mal, parce que c'est un mal tout à fait provisoire, ça se réveille, tandis que ce n'est hélas pas le cas dans les véritables affections. Et si plusieurs nerfs sont atteints, alors là, on tombe dans les polynévrites. Les polynévrites atteignent, lorsqu'elles sont toxiques, de façon symétrique les deux membres inférieurs, bien souvent, lorsqu'il s'agit d'alcool, parfois les membres supérieurs lorsqu'il s'agit de plomb. Il peut y avoir également des polyradiculonévrites qui sont un petit peu plus complexes et l'on peut constater par exemple des arrachements du plexus brachial au cours de certains accidents du travail ou des arrachements du plexus lombaire ou des compressions de ces plexus par des tumeurs qui réalisent des paralysies atteignant les nerfs à la périphérie. La moelle n'est pas en cause.
Dès que l'on entre dans les maladies de la moelle, on entre dans une physiologie qui est un peu différente et pour lesquelles on va voir se préciser des atteintes bien spéciales. On sait que dans la moelle, la syphilis atteint électivement ce qu'on appelle les cordons postérieurs qui transmettent la sensibilité des viscères et la sensibilité des membres, la sensibilité proprioceptive. La syphilis atteignait ça au cours du tabès. Au contraire, la poliomyélite atteint la corne antérieure. Et dans la poliomyélite, elle déterminait une paralysie par atteinte des cellules qui se trouvent dans la corne antérieure de la moelle. Donc on a là une série de maladies assez étranges. On a la sclérose latérale amyotrophique qui atteint elle aussi les nerfs moteurs, mais c'est une maladie, elle, qui est dégénérative, qui est beaucoup plus haut située. Et cette maladie que Charcot a décrite dans les années 1880 est une maladie redoutable qui entraîne la mort en quelques années dans un tableau d'atrophie musculaire avec hyperréflectivité, et alors que la conscience est parfaitement conservée, ce qui rend les agonies de ces sujets particulièrement douloureuses. D'autres maladies de la moelle sont les myélites. Les myélites sont de plusieurs types. Certaines sont infectieuses comme la poliomyélite, d'autres sont des myélites inflammatoires comme celle que réalise la sclérose en plaques. La sclérose en plaques peut intervenir dans plusieurs endroits à la fois, comme semble-t-il le résultat d'un conflit allergique ou d'une réaction immunologique inadaptée, soit à l'égard d'un virus, soit à l'égard d'autres agresseurs, et elle réalise ça et là, de façon disséminée dans la moelle, sans qu'il y ait de topographie spéciale, des lésions multiples, qui le plus souvent, lorsqu'elles sont très typiques, atteignent à la fois la moelle et des structures sous-jacentes, notamment les structures du cervelet ou les structures de la substance blanche du cerveau. On peut avoir des maladies brutales de la moelle dues à sa mauvaise vascularisation. La moelle, brusquement, les artères qui irriguent chaque segment de la moelle, appariées à chaque segment vertébral, l'une des artères peut se boucher et déterminer ce que l'on appelait autrefois les myélites transverses aiguës, avec des interruptions totales de la motricité et de la sensibilité, un choc médulaire avec une immobilisation de la vessie, une anesthésie complète de toutes les fonctions vésicales ou rectales. Ceci prélude à d'autres anémies, d'autres maladies de la moelle, telles que les scléroses combinées en rapport avec les anomalies de la vitamine B12. Mais ces maladies sont bien différentes de ce qu'on appelle les compressions médulaires, qui actuellement sont le grand facteur des paralysies spéciales de la partie inférieure du corps qu'on appelle les paraplégies. Eh bien, ces paraplégies peuvent être dues soit à des traumatismes, soit à des tumeurs. Ce qui est caractéristique, c'est que la limite supérieure des troubles est une limite franche. En dessous d'elle, il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas de motricité, et c'est seulement dans certains cas que la motricité sera récupérée. Ces paraplégies peuvent être dues à des tumeurs qui compriment la moelle, à des traumatismes tels que les traumatismes d'accident d'auto, et il y a une première phase qui est une phase extrêmement difficile, qui est de savoir si la moelle est complètement interrompue ou si elle est simplement comprimée ou choquée ou lésée. Et là, il y a une période d'incertitude qui est toujours très angoissante à vivre. La deuxième période est un peu moins difficile au point de vue du diagnostic. On sait que la moelle est coupée ou non, mais il va falloir voir quelles seront les possibilités de récupération et les possibilités de l'automatisme médulaire. Car la moelle sous-jacente va se mettre en situation d'autonomie relative et va fonctionner en déterminant tantôt des contractures trop violentes, tantôt des crispations des sphincters vésico-rectaux. Et ceci va être tout l'œuvre de travail de ces maladies qui interrompent la conduction à l'intérieur de la moelle. Et il y a aussi à d'autres niveaux de la moelle, des maladies qui atteignent la région du cou, et de ce point de vue, la situation est beaucoup plus grave. Dans la région du cou, ce sont les quatre membres qui vont être paralysés. Et on aura à ce moment-là des états de tétraplégie qui réalisent de très très grandes invalidités, nécessitant en permanence la présence d'une aide. Et ces tétraplégies qui existent, hélas, actuellement, sont heureusement compensées par une parfaite lucidité de ces sujets qui conservent la qualité de leur appareil cérébral antérieur et qui peuvent être aidés par les ordinateurs, par tout ce qu'on peut faire du point de vue de l'équipement qui peut les entourer. Hélas, la réparation médulaire ou la greffe médulaire est encore tout à fait à l'horizon et actuellement on ne peut pas en parler.
Là, vous avez parlé des nerfs périphériques, vous avez parlé de la moelle. Si on remonte dans la hiérarchie du système nerveux, on arrive au tronc cérébral et au cervelet. Eh bien, à cet endroit aussi, peuvent survenir des lésions. Dans le cervelet, on a décrit les dégénérescences et les atrophies que Pierre-Marie avait décrites dans les années 1910, ou les atteintes réalisées par l'alcool, par certaines maladies de la thyroïde. Mais dans tout ce domaine, le cervelet va avoir une double action. D'une part, il va inhiber la posture, il va donner des difficultés à la tenue debout, le tonus musculaire va être mal régi, malgré l'appui que lui apportent les secteurs vestibulaires des oreilles et l'appui que constitue la béquille des yeux. Et les malades atteints de maladies cérébelleuses, tantôt seront extrêmement flasques, tantôt au contraire seront trémulants et auront des mouvements anormaux. Il faut bien distinguer ces mouvements anormaux des tics qui sont brusques, imprévisibles, atteignant tel ou tel segment de membre, ou des chorées. La chorée, autrefois, était une maladie qui était en rapport avec le streptocoque. Tout le monde connaît actuellement. Une chorée qui est beaucoup plus dangereuse que cette chorée qui atteignait les enfants et qu'on appelait la chorée de Sydenham. C'est la chorée, une autre chorée qui donne des mouvements harmonieux portant sur de longs segments du corps et qui est souvent associée à ce qu'on appelle des athétoses, mouvements de reptation comparable à celle des danseurs balinaises, de la chorée de Huntington, qui est une maladie extrêmement sévère, transmise de façon génétique et dont nous avons vu que le gène de transmission avait été isolé récemment. À côté de ces mouvements choréiques, il existe des spasmes de torsion, toutes sortes de variétés, mais la plus connue des maladies qui entraînent des mouvements anormaux est la maladie de Parkinson, qui, elle, marque le succès de l'évolution des connaissances neurologiques. Il a fallu plus de 80 ans pour qu'on découvre les antiparkinsoniens et qu'enfin on trouve une substance qui répare le défaut enzymatique qui semble bien caractériser les atrophies des cellules productrices d'une substance qui est en rapport avec le métabolisme de la dopamine et qui est réparée par un homologue structural qu'on peut donner à ces malades et dont la vie est littéralement transformée. L'épilepsie qui réalise des mouvements anormaux très spéciaux, qui était le mal sacré des anciens, le mal comicial qui, au milieu d'une foire, déterminait la chute brutale d'un individu et des tressaillements multiples lorsqu'il était au sol, est une maladie bien spéciale qui met en jeu l'ensemble hémisphérique et dont nous reparlerons. Mais il va falloir maintenant, dans ce trop bref entretien, envisager ce qu'est l'homme lorsqu'il est atteint dans les régions des hémisphères et lorsqu'est mis en jeu le langage. Oui, alors avec le langage, là, on fait un saut dans la complexité puisque on aborde un problème qui est la caractéristique même de la production du cerveau humain. Dès l'instant où on arrive dans les régions des hémisphères, on entre dans des structures dont l'altération retentira soit sur l'expression de la pensée, soit sur la pensée elle-même, soit sur l'action. Eh bien, la pensée est difficile à caractériser. Nous n'allons pas entrer ici dans le débat sur le cerveau et la pensée ou sur la matière et la mémoire, comme le disait Bergson. Bornons-nous à dire que le monde intérieur de chacun d'entre nous est le siège d'un flux de pensée qui est indémontrable en dehors de l'expression qu'il en donnera, soit par son action, soit par sa mimique, soit par sa gestuelle. Et ce monde intérieur est un monde dont l'individu est le seul témoin. Il est très difficilement accessible par les méthodes mécaniciennes de la médecine que nous venons d'évoquer. Et ce sera tout l'art de la psychiatrie, du psychologue et de ceux qui ont réparé un petit peu cette séparation artificielle qu'on avait induite entre la neurologie d'une part et la psychiatrie, entre les maladies du cerveau lésé et les maladies du caractère ou de l'humeur, parce que le lieu où se situe le langage est un lieu extraordinairement complexe qui associe à la fois la structure cérébrale et sa morphologie et la détérioration d'une fonction. Alors le langage est donc, on l'a beaucoup dit, un échange symbolique qui comporte un émetteur, qui est un système phonétique indissociable. Il ne s'agit pas seulement du larynx et de son innervation, il s'agit de tout un ensemble dont le départ a lieu dans la région habituellement gauche du cerveau chez le droitier, et il y a tout un système d'autocontrôle du langage qui est le système des récepteurs, de l'oreille, de la cochlée et du système qui interprète les sons. Le tout greffé sur l'énorme enregistreur que constitue la mémoire et nécessitant à la fois
une analyse, une imagination, une restitution lorsque cela est donné. Cette mémoire, actuellement, est remarquablement prolongée par toutes les possibilités de l'informatique, comme étaient prolongées les possibilités de l'action de l'homme par la mécanique. Donc, l'ensemble de l'organisation de la personnalité se fera par le projet et le langage y aura une part dominante. Mais Montaigne disait bien que le mal de tête trouble la réflexion et que la colique néphrétique dévaste les idées lorsqu'elle est trop violente. Autrement dit, le cerveau n'est pas une entité isolée du reste du corps et l'ensemble y participe. Oui, mais le cerveau tout de même est très, très important. En fait, l'hémiplégie, par exemple, se manifeste par un tableau tout à fait différent selon que la lésion cérébrale affecte ou non les structures nécessaires à l'expression du langage, par exemple. Bien, certains hémiplégiques sont paralysés d'un seul côté, ont une paralysie qui porte sur une partie de leur visage, qui est un peu tombant, et en général cette partie se répare, sur leurs mains et sur leurs jambes. Ces hémiplégies peuvent être en rapport avec un traumatisme, elles peuvent avoir été associées à un coma, elles peuvent être dues à une infection, à une tumeur, à un trouble des vaisseaux, et l'hémiplégie la plus fréquente dont on peut prendre l'exemple, c'est celle qui suit ce qu'on appelle le ramollissement cérébral. Eh bien, il faut tout faire pour prévenir le ramollissement cérébral, surveiller l'état artériel, éviter que ne se fasse cette obstruction artérielle qui va déterminer la mort relative d'une partie du cerveau, car une fois que ce cerveau sera détruit, ou bien ce sera une très grosse destruction, toute une énorme artère est bouchée, elle n'a pas été remplacée, il n'y a pas de circulation, et le cerveau sera détruit de façon irrémédiable, ou bien la destruction a été moyenne et s'est entourée d'un halo de lésions édémateuses et les récupérations seront possibles avec une assistance qui sera longue et difficile. Pour un instant d'interruption de circulation, il faudra compter des mois et parfois des années de rééducation et de ténacité avant de récupérer une fonction, et encore ne sera-t-elle pas toujours admirable. Associé à l'hémiplégie, l'aphasie peut intervenir. On dit volontiers que l'aphasie intervient lorsque la lésion cérébrale qui entraîne l'hémiplégie touche l'hémisphère dominant. Et l'on sait que les voies sont croisées. Donc, chez un droitier, une hémiplégie droite ira de pair avec une lésion hémisphérique gauche. Et dans ce cas, le langage sera très gravement atteint. Le langage, en fait, est un système de communication intentionnelle qui est contrôlé par l'audition et il se construit en fonction d'un certain nombre de références sociales. Et alors, différentes formes de dérèglement vont donner, je présume, différents types d'aphasie. Certaines aphasies sont des aphasies au cours de laquelle le malade comprend ce qu'on lui dit, analyse parfaitement le message qui lui est transmis, semble pouvoir le formuler dans son esprit, mais est incapable de l'extérioriser par une pratique efficace du mot. On les appellera plutôt les anartries. Ces anartries réalisent une compréhension parfaite, ces malades comprennent et peuvent répondre par écrit si leur main est un peu valide, en montrant qu'ils ont parfaitement saisi la signification du message qui leur a été transmis en fonction des références communes. Au contraire, il est d'autres aphasiques au cours desquels le malade peut parler, il peut même parler trop, il peut même parler d'une façon incohérente, fabriquer de nouveaux mots, avoir des néologismes ou des mots multiples, et il ne comprendra pas ce qui lui est demandé, il sera incapable de reproduire un geste simple, il sera incapable d'obéir à un ordre tout à fait élémentaire, et ce langage diffluent sera contemporain d'une non-compréhension absolument massive. Entre ces deux formes existent des formes intermédiaires, évidemment, et il y a dans les diverses zones cérébrales des variantes de ces agnosies qui pourront être tantôt l'impossibilité d'écrire et la perte du symbolisme qu'était le graphisme, tantôt des pertes de la reconnaissance des sons qui, dans la région une autre région du cerveau qu'on appelle le gyrus, pourront donner une perte de la reconnaissance des sons qui sera définitive ou qui, au contraire, sera plus importante.
définir le type de l'aphasie permettra en partie de définir le pronostic. Lorsque la compréhension est gravement atteinte, il est certain que le pronostic d'avenir sera très sévère et que ces malades, autrefois considérés comme des déments, seront très inaptes à la vie sociale, alors que le malade qui est seulement anarthrique pourra récupérer une vie sociale à peu près convenable. À côté de ces aphasies, on a également d'autres moments où l'appareil moteur n'est plus animé d'une façon cohérente et certains malades perdent l'habitude de s'habiller, perdent l'habitude des gestes les plus élémentaires de la vie. Porter une fourchette à leur bouche devient un problème. Ils peuvent perdre le sens de la marche et il y a là tout un groupe de maladies qu'on appelle les apraxies et qui peuvent être dues à des détériorations cérébrales de tous les types que nous avons envisagés. Eh bien, ces détériorations cérébrales sont multiples, sont facteurs de graves invalidités. On verra qu'elles peuvent nécessiter des entreprises de rééducation difficiles. Si je vous ai bien compris, s'il s'agit de certaines aphasies qui ne posent pas le problème de l'agnosie, on a des chances de récupérer fragmentairement. En revanche, dans tous les autres cas, il s'agit d'un cerveau lésé et la récupération est hautement problématique. Oui, dès que le cerveau est lésé de façon très très importante, les structures qui étaient nécessaires à l'expression de la pensée ou à l'action, ces structures étant détruites, elles sont parfois prises en relais. Il peut y avoir, et c'est pour ça qu'il faut être particulièrement prudent dans ce genre de maladie, on peut avoir des dégâts très importants au début qui sont menaçants et imminents, et puis on les voit régresser au fur et à mesure que la maladie évolue. On peut avoir des aphasies en rapport avec un traumatisme crânien et qui guériront d'une façon presque complète lorsque on aura réparé le crâne si l'hématome n'a pas été trop important. Et donc, il est très difficile de prévoir en commençant comment se fera une récupération. On peut les aider par des manœuvres de kinésithérapie, on peut utiliser l'orthophonie. On utilise actuellement des programmes informatiques qui permettent aux malades d'associer à la fois la lecture et le son. Et l'invigoration par l'orthophonie obtient parfois des résultats qui sont surprenants, alors même qu'on pensait que certaines structures cérébrales étaient détruites. Et ces structures cérébrales qu'on peut voir très diminuées ou très atteintes sur les scanners, manifestement ne sont pas la seule lorsqu'elles sont très étendues. Il est certain que c'est difficile, mais on voit parfois des cerveaux qui sont atteints de façon massive sur le scanner et qui pourtant vont récupérer d'une façon surprenante. Il y a là quelque chose qui exprime ce qui était confusément discerné lorsqu'on avait parlé de la dominance cérébrale. On sait que l'hémisphère droit est plutôt préposé à l'appréhension globale des choses et qu'au contraire l'hémisphère gauche serait plutôt le siège de la rationalité et de la mémoire. Mais les expériences ont montré que parfois chez le jeune enfant qui était paralysé, on pouvait assister à une récupération quasi complète et l'on se demande à ce moment-là s'il n'y a pas eu un transfert des possibilités dans l'autre secteur et si le relais cérébral n'a pas pu se faire d'une façon qui échappe encore à bien des analyses. Oui, alors justement, c'est lorsque les liaisons du cerveau sont importantes, je crois que cela impose que ce soit apprécié et déterminé, puisque lorsqu'il existe justement une altération mentale importante, conséquente de ces lésions, il est nécessaire de pouvoir apprécier ce qu'on peut espérer, car dans certains cas, l'autonomie devient impossible et la communication également. Il est hélas des cas où, dès le départ, cette communication est impossible avec le nouveau-né ou avec l'enfant. Il s'agit là de maladies qui sont extrêmement sévères, qui altèrent gravement la croissance et la rationalité, qui ne permettront pas l'apprentissage, qui laisseront une mémoire quasiment en friche et le cerveau n'est pas apte à enregistrer l'ensemble des informations qu'il pourra recevoir. On en a décrit des cas au cours de la trisomie et du mongolisme, au cours des anencéphalies, au cours de certaines microcéphalies, au cours d'atrophies de certains secteurs, et ils sont parfois la conséquence des traumatismes de la naissance. Eh bien, dans tous ces malaises, on sait que le bilan de ces états congénitaux sera extraordinairement sévère lorsque le QI est inférieur à 30. On aura un état de débilité lorsque le QI va de 50 à 69. Et on aura des états limites lorsque le quotient intellectuel, apprécié selon les manœuvres de Binet-Simon et certains tests, atteint 70 à 80. Dans les désordres de ce type, certes, la rationalité est atteinte, ceci n'empêche pas que ces êtres
ont des sentiments, ont peut-être une émotion, ont peut-être une vie intérieure, mais nous ne pouvons pas la pénétrer. Nous savons que parfois ils sont sensibles à la musique. Nous savons que parfois certains malades qui ne peuvent rien dire et qu'on appelle les invalides moteurs cérébraux ont en fait une vie intérieure extraordinairement intense et qu'ils doivent être respectés et encouragés. Mais ceci, c'était pour la petite enfance. On voit parfois chez l'adolescent des lésions cérébrales qui vont être dramatiques dans leurs conséquences. Après un trauma crânien, on voit un jeune adulte qui est amputé de ses capacités mnésiques ou de ses capacités d'autonomie. Après une encéphalite telle que les encéphalites herpétiques, on voyait autrefois des adultes réduits à une animalité quasi exclusive et habités par des émotions ou des sensations qui étaient bien difficiles à contrôler. Il en est de même dans certaines tumeurs. Et actuellement, on voit chez le vieillard survenir des détériorations mentales qui sont très importantes. Autrefois, elles étaient dues à la syphilis et à la paralysie générale dont on ne parle plus sous nos climats. Elles sont parfois dues à la succession d'épisodes d'artériosclérose cérébrale ayant donné des lésions multiples du cerveau. Et actuellement, on sait que l'ensemble est organisé autour des maladies atrophiques du cerveau, qu'il s'agisse de la maladie de Pick ou de la maladie d'Alzheimer. Les neurones du cerveau se mettent à disparaître et se mettent à mal fonctionner pour des raisons qui sont encore extrêmement difficiles à préciser. Eh bien, ces atrophies cérébrales, dans lesquelles progressivement on va voir s'installer une indifférence, une irrationalité, puis un trouble du comportement, puis de grands troubles de la mémoire et de grands troubles de la personnalité, confinent aux démences organiques dont on pourra parler, et de même que l'alcoolisme chronique entraînait de gros dégâts, de même actuellement la démence des maladies d'Alzheimer crée des problèmes extrêmement difficiles à résoudre, et l'ensemble de l'effort des neurosciences est concentré en partie sur cet objectif: garder au neurone ou lui conserver une autonomie. Eh bien, il se trouve que ceci va donner des situations qui pourront être variées. Dans certains cas, l'autonomie a disparu du fait de la lésion cérébrale. Dans d'autres cas, la récupération peut se faire grâce à la réadaptation, grâce à l'orthophonie. Dans certains cas, les séquelles établissent un état de dépendance qui va être extraordinairement grave. Et cet état de dépendance qui assombrit très gravement le pronostic de la sénescence réalisera parfois des démences séniles qui sont extrêmement difficiles et qui constituent un problème actuel menaçant pour l'ensemble de la santé publique. Je vous signale pour terminer que ces entretiens font l'objet d'une publication sous ce même titre, 12 clés pour la médecine. Ces entretiens sont publiés aux éditions Belin.